Bonjour chers amis, j'enregistre cette émission à bord du navire Carthage de la compagnie tunisienne de navigation à destination de Marseille. C'est pourquoi la qualité sonore peut-être de l'émission n'est pas excellente. J'ai fouillé tout le navire pour trouver un endroit un peu calme. Et là, enfin, j'ai réussi à trouver le bar Amilcar qui est fermé, donc il est relativement calme. Mais malgré tout, il y a le bruit des moteurs qui est peut-être désagréable. Mais c'est les aléas des voyages. Il n'est pas toujours facile de trouver des endroits calmes pour enregistrer des émissions radio. Donc j'ai quitté Tunis ce matin. Et nous serons à Marseille demain dans la journée. 26 heures de traversée pour aller de Tunis à Marseille. Je profite de cette traversée pour faire un petit peu le résumé de ce voyage de 10 jours en Tunisie, qui a été un voyage, je dois le dire, tout à fait passionnant. D'abord, nous avons retrouvé l'hospitalité exceptionnelle des Tunisiens, d'une manière générale, et en particulier d'Abdelhalim Koundi et de sa famille, qui nous ont très bien accueillis dans leur maison de Tunis, et qui se sont mis en quatre pour, d'abord pour que nous nous sentions chez nous, chez eux, et aussi pour nous faire découvrir des endroits que nous voulions visiter ou qu'ils avaient envie de nous faire visiter. Donc les 10 jours que nous avons passés en Tunisie ont été extrêmement bien remplis. Monsieur Abdelhalim Koundi, j'en ai parlé dans les émissions précédentes, dans certaines émissions précédentes, c'est un homme très cultivé, passionné par ses origines andalouses. Sa famille, ses aïeux ont quitté l'Espagne après la chute de l'Andalousie. Ils ont été chassés d'Espagne, c'est ce qu'on appelle les Morisques. Ils ont été chassés d'Espagne à la fin du XVIe, début du XVIIe siècle, soupçonnés de n'être des chrétiens que de façade et des musulmans dans le secret de leur intimité familiale. Ce soupçon était d'ailleurs avéré, puisque la plupart d'entre eux étaient effectivement demeurés fidèles à la religion islamique. Monsieur Abdelhalim Koundi est également passionné par l'histoire de Testour, la ville du nord de la Tunisie où son aïeul s'est établi au début du XVIIe siècle, et par l'histoire de l'horloge anti-horaire, c'est-à-dire l'horloge qui tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, qui est installée sur le minaret de la mosquée de Testour. C'est d'ailleurs assez unique, c'est tout à fait unique, puisque les mosquées généralement n'ont pas d'horloge sur les minarets et nulle part ailleurs à l'intérieur de la mosquée. Ils peuvent avoir des horloges solaires, mais certainement pas d'horloge mécanique. Donc ce minaret de Testour a une double originalité. Premièrement, avoir une horloge sur son minaret. Deuxièmement, avoir une horloge anti-horaire. Les horloges anti-horaires sont extrêmement rares de nos jours. Il en existe une sur une église quelque part en Espagne, j'ai oublié le nom de l'endroit. Une autre à l'intérieur de, je crois, la cathédrale de Florence. Une autre enfin sur une ancienne synagogue dans le quartier juif de Prague, en République tchèque. Hier, monsieur Abdelhalim Koundi nous a d'ailleurs emmené à Testour, que je connaissais déjà et que j'ai retrouvé avec plaisir. Nous avons passé un agréable moment à Testour, où nous avons pu admirer
les toits en tuiles andalouses qui sont différentes des autres tuiles utilisées ailleurs en Tunisie, et nous avons pu admirer de près le fameux minaret qui est tout à fait remarquable. Cette hospitalité tunisienne, nous l'avons trouvée partout. Certains, peut-être parmi vous, chers auditeurs, pensent qu'il est dangereux d'aller visiter un pays du Maghreb dans les circonstances actuelles, en particulier en Tunisie, qui connaît une crise à la fois politique et économique. Eh bien, l'insécurité, nous ne l'avons jamais ressentie. Bien au contraire, nous avons toujours été chaleureusement accueillis où que nous soyons allés. Grâce à M. Abdelhalim Koundi, nous avons également découvert Bizerte, ce port du nord de la Tunisie qui a joué un rôle très important dans l'histoire et qui a vu la fin de la présence française, je dirais, en Tunisie, puisque la France avait conservé la rade de Bizerte comme une base navale, et cette présence a pris fin au début des années 60, mettant un terme à la présence militaire française en Tunisie. Nous sommes également allés à Sfax, cette fois-ci en train, 5 heures de train depuis Tunis jusqu'à Sfax. Sfax est la grande ville du sud, grand port, en particulier grand port pour le phosphate, pour l'exportation du phosphate, qui est l'une des richesses naturelles de la Tunisie. Et à Sfax, bon, c'était un pèlerinage un peu sentimental, puisque nous sommes allés sur la trace de la présence familiale à l'époque du protectorat, et nous avons visité des lieux qui nous étaient chers. Nous avons rencontré la communauté catholique, puisque nous sommes allés voir les prêtres, les pères blancs de Sfax. L'un d'eux est natif de Sfax, le père Yvon Jutard, 94 ans, et qui ne quitterait sa Tunisie natale pour rien au monde, et qui continue à célébrer la messe. J'ai eu le plaisir de faire la connaissance d'un jeune prêtre ougandais de Soroti, une ville que je connais bien en Ouganda, le père David, avec lequel j'ai beaucoup parlé de l'Ouganda, bien sûr. Et aussi, nous avons rencontré un autre prêtre, lui aussi âgé, un prêtre espagnol, le père Paco. Nous avons passé un très agréable moment avec eux. Et en fin de journée, c'était vendredi soir, nous avons assisté à la messe dans l'ancienne chapelle des Sœurs, ce qui nous a permis de faire la connaissance d'une partie de la petite communauté catholique de Sfax, en particulier un groupe de jeunes Brésiliens et également des étudiants subsahariens. De mémoire, il y avait des Camerounais, une Gabonaise et un Burkinabé qui font leurs études à Sfax. Sfax est une ville universitaire et les universités tunisiennes attirent beaucoup d'étudiants subsahariens, puisque l'enseignement universitaire étant dispensé en français et étant beaucoup moins cher que celui dispensé dans les universités françaises ou européennes, la Tunisie est un pays attractif pour les étudiants des pays francophones d'Afrique subsaharienne. Dans une émission précédente, l'émission de la semaine dernière, j'étais revenu sur la crise des migrants telle qu'elle est décrite par nos grands médias, qui ne correspond pas vraiment à la situation. On a accusé la Tunisie, à tort je pense, d'être un pays raciste. Il y a eu des propos présidentiels maladroits et démagogues qui ont jeté de l'huile sur le feu. Ce que je dois dire après 10 jours en Tunisie, c'est que la Tunisie est un pays de première ligne pour ce qui est de l'afflux des migrants subsahariens qui sont la proie de passeurs sans scrupules
et qui arrivent après avoir traversé la Libye, qui arrivent en Tunisie, pensant pouvoir gagner l'Europe depuis la Tunisie, puisque, rappelons-le, l'Italie est toute proche de la Tunisie, du fait que certaines îles italiennes se trouvent entre la Sicile et la Tunisie, et sont même plus proches de la Tunisie que de la Sicile. C'est donc un pôle d'attraction d'abord pour les passeurs qui pensent pouvoir embarquer ces malheureux sur des embarcations, sur des rafiaux à travers ce détroit. Et je pense que le phénomène risque de s'aggraver puisque nous sommes au mois de mai et la belle saison est revenue. Et avec les beaux jours, la traversée est certainement moins dangereuse qu'en plein hiver. Malheureusement, il faut le dire, cette traversée n'est pas sans danger. Il y a eu des dizaines, des centaines de morts dont on ne connaîtra jamais l'identité, dont on ne retrouvera jamais les cadavres, perdus à jamais dans la mer, parfois rejetés sur les côtes tunisiennes. Ce n'est pas un problème tunisien, c'est un problème global qu'il faut résoudre de manière globale. Il faut mener une action au niveau international, au niveau des pays d'origine, donc l'Afrique subsaharienne. Il faut mener aussi une action en Tunisie. Il faut bien sûr aider la Tunisie à faire face aux problèmes. Pourquoi ne pas envisager d'établir des centres j'ose pas dire de centres de tri, mais de centres où les migrants pourraient être filtrés au niveau de la Tunisie, et pour ceux qui ne remplissent pas les conditions d'accueil éventuel en Europe, ceux qui ne sont en aucun cas des réfugiés, de favoriser leur retour au pays d'origine. La Tunisie subit les conséquences et ne saurait en aucun cas être blâmée pour le problème. Ce problème est né en amont. La Tunisie, comme l'Italie d'ailleurs, dans l'étape suivante, sont les pays de première ligne qui subissent les conséquences de ce problème. Il est certain qu'il est facile, vu du Danemark ou de la Pologne, de critiquer la Tunisie, parce que ces pays que je viens de citer, parmi d'autres, ne sont pas des pays de première ligne. Il est un autre problème que je souhaiterais évoquer et que nous avons cruellement ressenti durant notre séjour, c'est le problème des visas. Il est quasiment devenu impossible pour les Tunisiens d'obtenir un visa dit Schengen, c'est-à-dire un visa qui permet d'entrer dans l'espace Schengen, c'est-à-dire en particulier en France. Les liens entre la France et la Tunisie sont nombreux, anciens, et ces liens sont souvent d'ordre familial. De nombreuses familles sont partagées par la mer Méditerranée. Une partie se trouve en France, une autre partie est restée en Tunisie. Et nous avons rencontré de nombreux Tunisiens qui ont vu leur demande de visa rejetée. Je sais, certains de mes auditeurs vont aussitôt me rétorquer « Oui, mais c'était certainement des migrants déguisés ». Eh bien non. Nous avons rencontré en particulier une femme médecin qui a un cabinet en Tunisie et qui voulait participer à une conférence en France, qui offrait toutes les garanties de retour chez elle en Tunisie. Elle avait besoin d'un visa d'1 semaine pour pouvoir participer à cette conférence. Eh bien, le visa lui a été refusé au motif qu'elle n'offrait pas suffisamment de garanties de retour en Tunisie. Quelle garantie faut-il donc fournir quand une personne qui a un cabinet en Tunisie, qui est mariée, qui a sa famille, qui a ses enfants en Tunisie, on ose lui dire qu'elle n'offre pas suffisamment de garanties pour rentrer en Tunisie? De qui se moque-t-on? Surtout que cette procédure n'est pas gratuite. Il faut payer pas mal d'argent. Je ne me souviens plus des montants actuels, mais ça dépasse les 100 €. Et
ce montant est payable au moment du dépôt de la demande et il n'est pas remboursable si la demande est rejetée. Donc là, je trouve que ce comportement de la part des autorités européennes est indigne à l'égard des Tunisiens en particulier, mais certainement, je sais par expérience, pour avoir vécu en République démocratique du Congo, que les Congolais font face aux mêmes problèmes, même lorsqu'ils offrent les garanties les plus sérieuses de retour au pays. Non, tous les Tunisiens, tous les Congolais, tous les Marocains ne sont pas nécessairement des migrants en puissance. Et si on empêche les gens de participer à des conférences, on nuit à l'échange intellectuel, à l'échange culturel, qui ne peut être qu'enrichissant pour les deux parties entre les deux rives de la Méditerranée. Et c'est profondément regrettable. Et avec une telle attitude de la part des autorités des pays de Schengen, on ne peut qu'encourager la montée d'un sentiment hostile à la France, bien sûr, mais aussi à l'Occident, entre guillemets, d'une manière générale, et c'est tout à fait regrettable. Oui, je sais, de son côté, la France a aussi des reproches à faire aux pays du Maghreb et d'autres pays d'Afrique, en particulier la question des laissez-passer consulaires, que ces pays, que les consulats de ces pays ne délivrent pas, ou pas suffisamment, pour les personnes qui sont en passe d'être expulsées de France. Je pense en particulier aux clandestins qui ont une obligation de quitter le territoire français, mais qui se sont débarrassés de leur papier d'identité. Et sans papier d'identité, ils ne peuvent pas prendre l'avion. Donc, les autorités françaises demandent au consulat du pays d'origine d'émettre un laissez-passer consulaire afin qu'ils puissent rentrer au pays. Et dans la plupart des cas, les autorités françaises ne l'obtiennent pas. Donc ça, je l'ai expliqué à mes amis tunisiens qui, de leur côté, me faisaient part de leurs problèmes pour obtenir des visas. Je leur ai dit que peut-être s'il y avait une meilleure coopération de la part de la Tunisie pour reprendre les personnes expulsées de France, peut-être que de l'autre côté, davantage de visas seraient accordés aux personnes voulant voyager en France. Donc c'est un problème douloureux parce que, chers auditeurs, vous ne vous rendez pas compte la chance que nous avons. Nous avons un passeport occidental, français par exemple. Un passeport qui nous permet de voyager dans quasiment tous les pays du monde, sans aucune difficulté. Pour certains pays, oui, il faut demander un visa, mais il est toujours accordé, et rapidement. Pour d'autres, comme pour la Tunisie, on rentre sans visa. Nous sommes rentrés en Tunisie sans visa. On n'a fait que nous tamponner le passeport à l'entrée et à la sortie du pays. Donc nous sommes des privilégiés. Nous sommes l'aristocratie planétaire du voyage. Nous pouvons voyager si nous avons de l'argent, si nous en avons les moyens. Nous pouvons voyager comme nous voulons à travers le vaste monde. Quand on a un passeport tunisien, quand on a un passeport congolais, ougandais, zimbabwéen, que sais-je encore, eh bien il est devenu pratiquement impossible de voyager, en dehors peut-être des pays voisins. Un Tunisien, je suppose, peut aller sans visa en Algérie ou en Libye. Mais au-delà, ça devient compliqué. Pareil pour un Congolais. Je pense qu'il peut aller sans visa en Ouganda ou au Rwanda. Encore faut-il qu'il en ait envie. Donc ce problème des visas doit être réglé parce que les Tunisiens, les Congolais, les Ougandais sont devenus des citoyens de la planète, des citoyens de seconde zone, des prisonniers de leur propre pays qui ne peuvent plus voyager même s'ils en ont les moyens. Est-ce normal? Y a-t-il quelque chose de plus naturel, de plus humain que de vouloir voyager, de vouloir traverser la frontière, de vouloir aller retrouver des amis ou de la famille dans un autre pays?
c'est un besoin humain, un droit de l'homme, je dirais, tout simplement, un droit de l'homme. Le droit de voyager est un droit de l'homme basique. Oui, bien sûr, il y a le problème de tous ces subsahariens qui pensent que l'Europe est un Eldorado et qu'on peut trouver facilement du travail. L'autre jour, un jeune Tchadien m'annonçait son intention de venir étudier en France et me demandait de lui trouver un petit boulot en attendant de pouvoir, pour qu'il puisse gagner de l'argent pendant 1 an avant de s'inscrire à l'université. Je lui ai répondu que ça ne se passait pas comme ça, qu'il fallait d'abord, à N'Djamena, régler le problème du visa, obtenir l'inscription universitaire, et surtout obtenir une bourse pour pouvoir venir étudier en France, avant de penser à venir en France. Et que même s'il venait en France, il n'aurait pas le droit de travailler. Bon, bien sûr, avec le statut d'étudiant, il pourrait avoir un petit boulot, mais il ne pourrait pas travailler avant d'entrer à l'université. Donc, c'est tout ce mythe occidental qu'il faudrait aussi détruire, démolir. Non, l'Europe n'est pas un Eldorado. La vie est difficile en Europe et on ne trouve pas du travail comme ça. Il est certainement plus facile de trouver un petit boulot en Afrique que ça ne l'est en Europe. Mais bon, les migrants qui sont installés en France ou les réfugiés ont aussi des torts parce que souvent ils donnent une image de succès avec la belle voiture, avec le grand écran plat dans leur appartement, etc. Ils envoient des photos au pays et les gens restés sur place pensent que leur frère, leur cousin, leur ami a trouvé la vie facile et a réussi en Europe. Donc là, il y a tout un travail à faire de sensibilisation et de clarification afin de démolir ce mythe de l'Eldorado européen. Avec un peu d'argent, on a plus de chances de bien gagner sa vie en Afrique que de tenter l'aventure à travers le Sahara et la Méditerranée pour gagner l'Europe. Voilà le message que je ne cesse de faire passer à tous ceux que je connais à travers l'Afrique. Voilà ce que je pouvais dire, chers amis, au sujet de ce voyage qui m'a passionné, de ce séjour en Tunisie, et je tiens à remercier les Tunisiens qui nous ont si bien accueillis et à souhaiter que les relations à travers la Méditerranée puissent se poursuivre et s'approfondir et que les échanges culturels puissent se développer. J'ai été frappé à Tunis par l'ébullition intellectuelle qui existe dans ce pays. En l'espace de quelques jours, j'ai participé à je ne sais pas combien de conférences, de colloques, de soirées culturelles, d'expositions, peut-être plus qu'en 1 an à Bastia. Et j'ai rencontré des auteurs, j'ai rencontré des journalistes, j'ai rencontré des gens qui, bien sûr, sont parfaitement francophones et sont culturellement à cheval entre les 2 rives de la Méditerranée. Donc, c'est ça aussi la Tunisie. La Tunisie est un pays où on édite chaque jour de nombreux livres. Ma valise est pleine de livres que j'ai achetés à Tunis et que je vais lire à mon retour. Donc c'est un pays qui connaît un grand bouillonnement culturel. Je vous laisse sur ces mots, chers amis auditeurs, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission Panorama Info. C'était Hervé Chesville depuis le Carthage, ce gros navire tunisien en route pour Marseille. Au revoir, à la semaine prochaine.